Es-tu libéré, qu'on m'a demandé? Je vais t'appeler pour un sandwich. Alors, on recommence la deuxième partie des questions. Vous nous avez, durant votre conférence, cité des gens qui ne sont pas libres de leur liberté. Pouvez-vous nous en citer qui sont libres? Ah, ça, c'est des questions encore plus compliquées. Du monde qui sont libres. On est tous, de temps en temps, très peu, pas longtemps, un petit peu libres. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on va rechercher la liberté. C'est parce qu'il c'est arrivé à un moment donné dans notre vie où c'est qu'on a connu la liberté. On a su c'était quoi. On l'a vu très, un petit court laps de temps, là, pour la majorité. Et puis, on l'a mémorisé. Et puis, on sait que ça existe. Alors, c'est sûr que c'est pas tout à fait, répond pas tout à fait à la question. Quelqu'un qui était complètement libre, que je connais moi, ben, j'en connais pas. T'en connais pas personnellement, mais est-ce que, selon ce qu'on nous a laissé en héritage de connaissances... Ben, moi, je me connais, mais... Ce qu'on nous a laissé en héritage de connaissances à travers les bouquins, si on les parle des voix, grands c'est- initiés, est-ce que... Ben, c'est parce qu'on peut tellement dire de choses, hein. On va dire, on les a pas connus. Fait qu'on peut dire qu'ils étaient tous libres, on peut dire qu'ils étaient tous pognés, on peut dire qu'ils sont libérés en finissant leur vie. On peut tellement dire de choses que je pense que ça vaut pas la peine. Je peux dire que Jésus était libre, je peux dire que Bouddha était libre, je peux dire que Salomon était libre, je peux dire que Comte de Saint-Germain était libre, je peux dire que Paracelse était libre, je peux dire qu'Hermès était libre, je peux dire Moïse était libre. Toi, tu peux dire bien des choses. Puis ça dit rien de plus. On peut pas vérifier. C'est ça. Chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'individus qui ont été libres, des personnes qu'on ne connaît pas, puis du monde qui ont fait du travail extraordinaire sur la Terre au niveau de l'enseignement, de l'éducation de l'homme, qui étaient totalement libres. Mais dans ceux que j'ai nommés, il y en avait, mais je vais pas nommer de nom parce que l'important, c'est pas nécessairement de savoir qui a été libre, c'est nous autres. Puis si on dirait oui, mais c'est parce que sachant qui a été libre, on peut savoir que ça se peut la liberté. Mais ça, c'est pas correct non plus. Parce que même si ça n'a jamais arrivé, ça ne nous empêchera pas de le faire. Tu sais, avant d'aller sur la Lune, on n'avait jamais été sur la Lune. Oui, puis de toute façon, comme tu as mentionné tantôt, la majorité des gens, ou tous les gens sont libres un petit peu, d'autres un petit peu plus, puis d'autres un petit peu plus. Alors j'imagine qu'il y a une échelle, on peut déterminer qu'il y a une échelle de liberté, disons de 0 Ouais, il y en à a qui 100. sont libres 5, il y en a qui sont libres 4, il y en a qui C'est sont libres ça. 3, il y en a qui sont libres 2. Non, il faut se rechercher, puis il faut pas prendre nécessairement comme exemple quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement ça qui était le sens de la question, là. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont été complètement libres, puis sont tellement libres, ceux-là, qu'on connaît même pas le nom. Ouais. On peut pas les déifier, on peut pas les adorer, on peut pas les imiter, on peut pas rien faire avec eux autres. Libre de A à Z. Krishnamurti était assez libre, lui. Sauf qu'il leur a dit d'en face à le monde, à ceux qui l'adoraient, là, les quelques milliers de personnes qui l'adoraient, quand il a décidé qu'il se libérait complètement, puis s'est en allé. Ceux qui sont restés là terrifiés n'étaient pas libres, mais lui, il s'est en allé. Dans le vivant qui vit encore aujourd'hui, là, Krishnamurti sera un exemple d'une personne qui est libérée. Avez-vous réussi à vous libérer de la liberté? Ben oui. Si j'en parle, Torvis. Vois-tu, je parle de ce que j'ai vécu, puis je parle de ce que je connais. Mais que de ce que je connais, de la façon dont je n'ai déjà parlé. On parle des choses. Alors, la connaissance, comme j'ai déjà expliqué, c'est quand on est avec, co-naître, qui veut dire naître avec. Et puis, alors, je connais la liberté. Je suis capable de prendre conscience au fur et à mesure qu'elle est là, sans entraver l'expression de ma liberté ou de la liberté, parce qu'on n'a pas notre liberté. Ça, c'est un concept, mais on est libre ou on ne l'est pas. Alors, on exprime la liberté. Si on exprime notre liberté, de toute façon, on n'est pas libre. Alors, je parle de ce que je sais. C'est pour ça que bien souvent, je me cite pas un exemple
parce que si j'ai pas réussi à pénétrer assez dans le cheminement, je fais pas de conférence sur ce sujet-là. Alors, ce qui va arriver souvent, justement, c'est que je vais parler de l'homme à la place. Je pourrais aussi dire vous autres. Mais je m'implique pas trop pour la simple raison que si j'en parle, c'est parce que j'ai réussi à traverser ça. Sans ça, ça serait ridicule d'en parler. J'apprends énormément en parlant tout le temps, mais le fondement vient quand même du fait que j'ai réussi à le vivre. Quand j'en parle, je le vis de toute façon. Peut-on dire que le premier pas est franchi lorsqu'on se met à rechercher la liberté pour le plaisir de la rechercher, au lieu de la rechercher dans le but de l'atteindre? Encore faut-il ne pas se mettre à être esclave de la notion de plaisir. Ouais, c'est presque un texte. Alors, peut-on dire que le premier pas est franchi lorsqu'on se met à rechercher la liberté? Oui, sauf que, effectivement, quand on se met à rechercher la liberté, comme tout à l'heure, j'ai expliqué, maintenant, on est rendu apte à pouvoir vivre la liberté. La seule chose qu'il y a, c'est que le premier pas est franchi, mais il peut en rester 15 à franchir, puis il peut en rester 15 milliards à franchir après ce premier pas-là. Alors ça dépend de l'individu qui franchit le pas. Le plaisir, le danger qu'il y a, c'est que si on s'attache au plaisir et non pas au but à atteindre, si on a du plaisir à rechercher, on retombe dans le même piège, en ce sens que la personne, tout à l'heure, je parlais du bateau, elle s'attache pas au but de faire le bateau, elle s'attache au plaisir de construire le bateau. Mais c'est la même chose. Quand le bateau est construit, tu n'as plus de plaisir, à moins que tu le démolisses ou que tu en fasses un autre par-dessus. Les Mayas ont fait ça, hein. Ils faisaient un temple, puis qu'après 20 ans, ils rebâtissaient par-dessus un autre temple, puis un autre temple, puis un autre temple. Alors, ce qui fait qu'ils ont des temples pleins de pierres, puis ils ont des immenses temples pleins, tu sais, qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ben, c'est un peu comme ça. Quand on bâtit, puis qu'on refait par-dessus, on arrive avec un immense temple qu'on croit divin, puis à l'intérieur, c'est plein de pierres, tu peux pas rien faire avec, sauf le dynamiter. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que si on met notre recherche, enfin, si on met notre énergie dans le plaisir, si on décide de rechercher la liberté pour le plaisir d'être libre, le plaisir d'être libre, c'est une mémorisation d'un temps vécu en liberté. Et ça, le plaisir d'être libre. Moi, si je joue au ballon, j'aime ça jouer au ballon parce qu'à l'instant où je joue le ballon, si je vis réellement l'action, je prends pas conscience, je réfléchis pas le fait que je joue au ballon. Je suis pas toujours en train de me répéter, bon, tiens, gars, je joue au ballon, puis c'est le fun. Parce que là, c'est plus le fun de jouer au ballon. Là, dans le salon, on va s'asseoir sur une chaise, puis on réfléchit à la place. Alors, ce qui fait que rechercher la liberté pour le plaisir de la rechercher, ça peut être dangereux parce que le danger qu'il y a, c'est qu'on peut la trouver, la liberté. Puis en trouvant la liberté, le plaisir de rechercher la liberté vient d'être... Alors, ce qui fait qu'il faut faire attention. Rechercher puis prendre plaisir à faire quelque chose en étant conscient que quand la chose arrive ou quand la chose ne nous amène pas le plaisir, on se fout de tout ça. On met notre énergie ailleurs, sur un autre plaisir. C'est un cheminement qui est moins dangereux, mais qui n'est pas tout à fait adéquat non plus. C'est-à-dire que si on recherche la liberté pour le plaisir, on exprime, sourire aux lèvres, qu'on n'est pas libre. C'est ça qu'on fait. Alors, ce qui fait que le rechercher pour le plaisir ou le rechercher parce qu'on a besoin assoiffé de liberté, assoiffé de ça, tu recherches pareil. Tu exprimes tout le temps que tu ne l'as pas. Alors, ce qui fait que rechercher pour le plaisir, tu vas mettre ton énergie dans le plaisir de la recherche, tu n'auras pas la liberté. Si c'est ça qui te rend libre, c'est correct. Voici une question d'ordre pratique, Daniel. Je vois que c'est une question. Hein. Es-tu libre ce soir? Ben oui. C'est la troisième qui me demande ça. C'est incroyable comment que le monde s'intéresse. Ah, il y a une petite fleur. J'allais dire des choses, mais il y a une petite fleur dessus. Non, mais c'est incroyable, pareil, comment que le monde s'intéresse à savoir, tu sais. Quand vous serez libre, je vais me libérer. Bon. Ben oui, je suis libre à soir, fait que libérez-vous. Est-ce qu'on peut connaître avec l'orgueil et ainsi limiter son influence dramatique? Bon, on peut... Ouais, là, on est rendu avec l'orgueil. Là. On va revenir tout à l'heure, OK? Repose ça ici. En venant ici ce soir, j'avais une intention. Apprendre comment orienter cette intention tout en restant libre. Alors, en venant ici ce soir, j'avais une intention. Apprendre. Comment orienter cette intention tout en étant et en restant libre. C'est clair? La personne est venue ici ce soir avec l'intention d'apprendre.
Ah bon. oui. Maintenant, comment orienter cette intention d'apprendre tout en restant libre? Suite à ce que tu as dit, c'est une question très intelligente. Alors, c'est simple. Tout est simple. C'est de l'appliquer. Apprendre, c'est quoi? Apprendre, ça veut aussi dire prendre. Prendre, ça veut dire, c'est déclarer, c'est exprimer le fait qu'on n'a pas. Mais dans l'apprentissage, dans le fait de prendre une connaissance pour se l'accaparer, c'est ça, apprendre, ben c'est impossible si tu n'as pas déjà la connaissance en toi. Alors, ce qui fait que l'individu ne peut en réalité pas apprendre. Dans le sens de l'évolution. Tu peux apprendre comment est fait un verre. Mais tu peux pas apprendre comment tu es fait, tu peux le découvrir à partir de toi. Moi, ce que je fais comme travail, je brasse tout ce que tu as en dedans de toi, puis à un moment donné, ça s'assemble. Il y a une affaire qui s'assemble. Mais tu as tout déjà. Alors, ce qui fait que tu ne peux pas prendre une connaissance et te l'accaparer. Si tu fais ça, c'est que j'ai pas assez bien brassé les choses, c'est resté là, tu l'as pris comme quand tu apprends comment est faite une coupe, tu l'emmagasines, puis tu tripes dessus ça. T'en discutes dans des réunions de salon. C'est un salon théocentrique ici, là, mais je parle des nôtres salons. Hein? Alors, apprendre, c'est une intention qui est correcte, mais qui est sujet à danger et qu'il faut étudier comme il faut ce qu'on entend par apprendre. C'est quoi vouloir apprendre? L'homme sait tout déjà. La seule chose qu'il y a, c'est que l'homme, il le sait, mais il ne le sait pas qu'il sait tout. Alors, en brossant les choses, comment orienter cette intention? Ben c'est ça, en sachant c'est quoi apprendre. Si tu veux apprendre, mais que tu te fous de pas apprendre, t'es libre. C'est juste ça l'affaire. Mais si tu veux apprendre, puis que quand t'apprends pas, t'es vexé, ou quand t'apprends pas, ben tu essaies de mettre de l'énergie pour apprendre. Toi, conférence, je le dis, puis ça, il faut que tu laisses la compréhension venir à toi, faut pas que tu cours. Bon, puis ça, c'est sine qua non à la compréhension. Alors, ce qui fait que tu veux apprendre, mais si t'apprends rien, c'est pas grave. Puis si t'apprends, c'est correct, c'est pas grave. Puis là, t'es libre. Mais tu ne peux pas apprendre ce que tu n'as pas en toi. Alors, ce qui fait que si tu arrives à pouvoir laisser exprimer, même d'une façon incohérente, des connaissances, un certain savoir, ça, tu peux, disons, l'apprendre. Parce que tu l'as. Mais si tu as comme intention d'apprendre, mais que là, ce que tu veux réussir à comprendre, tu l'as pas en toi. T'arriveras pas à l'apprendre, t'arriveras pas à le comprendre, c'est pas encore en toi, c'est pas encore en énergie en toi. Ce qui fait que si ton intention est d'apprendre, malgré que tu peux pas apprendre, t'es pas correct, t'es pas libre. Alors, faut que t'apprennes quand t'apprends, puis faut que t'apprennes pas quand t'apprends pas. Là, t'es libre. C'est réel ce que tu dis, mais c'est quand même difficile à comprendre. Y aurait-tu un exemple que tu pourrais nous donner, un exemple de vécu ou de concret quelconque qui pourrait illustrer ce que tu veux dire en « il faut pas chercher à apprendre ». Bon, ben oui, je peux te donner un exemple assez simple. 5 et 5, ça fait quoi? Ça fait 10. Bon, tu vois, si tu commences à jouer avec les mathématiques, tu peux arriver à solutionner des choses, à t'en aller, tu apprends. Parce que tu as tout en toi. Tu fais rien qu'assembler de différentes manières pour arriver à des résultats que tu appelles nouveaux, mais tout est en toi. Par contre, si je te montre une mécanique automobile, un cerveau de frein ou un cerveau de direction ou une transmission manuelle, je la démonte tout en morceaux puis je te dis, remonte-moi là. Ben, tu pourras jamais apprendre. Il va falloir que tu l'aies en toi pour faire ça. C'est dans le domaine de la matière. Mais dans le domaine de la psychologie, c'est encore pire que ça, parce que le mécanicien peut te montrer comment marche une transmission manuelle, et après, tu vas être capable. Parce qu'il est capable de rentrer ça en toi. Mais au niveau de la compréhension psychologique, la vie, les événements de ta vie vont t'amener des choses, mais le gros de ces choses-là vient d'une organisation énergétique qu'on peut appeler ajusteur de pensée, une organisation énergétique qui vient te donner les énergies que tu as besoin, donc les éléments que tu as besoin, le savoir que tu as besoin, pour, comme les mathématiques, pouvoir les placer de différentes manières et là, apprendre. Alors, ce qui fait que si je te donne une transmission manuelle et tu n'as pas ce qu'il faut en toi, tu n'as rien à faire. Autrement dit, on fait des conférences. Il y a de temps en temps certaines conférences qu'on fait qui sont à huis clos, qui sont beaucoup plus poussées parce que les individus qui sont présents ont ce qu'il faut pour pouvoir se servir de ce qui est sorti en conférence.
Comme présentement, on parle, mais c'est pas n'importe quel public qui pourrait suivre. Parce qu'il n'y a pas les éléments en main, il n'y a pas les outils en main encore. Alors, ce qui fait que, c'est ça. Tu vas apprendre ce que tu sais, donc tu as déjà en toi la chose, mais on doit le replacer, le réorganiser. Tu apprends. Mais en réalité, tu n'apprends pas. Tu vis des choses. Et puis, si tu n'as pas ce qu'il faut en toi, tu ne peux pas apprendre. C'est pour ça que je te dis que si tu n'as pas ce qu'il faut en toi, puis tu tiens absolument à apprendre, t'es fait. Tu vas travailler dans la transmission manuelle au complet avant de la réinventer. Tu ne pourras pas la remonter de même, une fois que tu la réinventes. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que si tu peux apprendre, tant mieux. Si tu n'as rien à apprendre, tant pis, mais il ne faut pas que tu en fasses plus que ça. Là, tu es libre. On nous dit, si tu veux réussir ta vie, il te faut avoir un but. Donc, je te coupe, premièrement, pour réussir notre vie, il ne faut jamais croire à ce qu'on nous dit. Tu peux continuer. Moi, je fais seulement écrire la question ici. Oh ouais. Moi, je fais seulement te couper. On nous dit, si tu veux réussir ta vie, il te faut avoir un but. Donc, si j'ai un but, je ne suis pas libre. Que faire? Merci. Ah. Ben, c'est ça, on nous dit. On nous dit, disons que c'est dans la question, c'est ce qui est marqué. Par contre, on a fait beaucoup d'études de gens qui ont réussi leur vie, qui ont réussi leur vie, qu'ils ont atteint ce qu'ils voulaient atteindre. C'est quoi réussir sa vie? Disons, au sein de sociétés, au sein de différents domaines. S'il n'y avait pas eu de but, les gens auraient tourné en rond puis ils auraient gaspillé leur vie. Maintenant, réussir sa vie malgré un but. Tu l'as dit toi-même. La société dit, il a réussi sa vie. Mais le gars, sur son lit de mort, lui, qu'est-ce qu'il en pense? L'homme des bois qui est là, puis qui voit tous ses arbres se faire couper par un gars qui a réussi sa vie, qui est une grosse compagnie qui fait du bois, là. Et lui, là, il regarde celui qui a réussi sa vie, puis je pense pas qu'il trouve qu'il a réussi sa vie. T'sais? Alors, c'est quoi réussir sa vie? Tu recherches, tu as des buts, tu as des désirs, tout ça, tu vas vers ça. C'est intelligent, c'est correct, à la condition que tu te balances du but. OK. Si on regardait ça d'une autre façon, Daniel, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais si on regardait dans les cités nord-américaines, les quartiers pauvres, les quartiers, est-ce que c'est des taudis, ainsi de suite. Ceux qui ont un but, ils restent Est-ce pauvres. que ces gens-là avaient des buts? Ben oui. Bien sûr. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des trous puis qui ont comme but de rester dans le trou. Tu leur mets une corde, tu leur mets une échelle, tu leur fabriques un ascenseur, puis ils restent dans le trou. Alors, si on revient à cette question, ça implique un but de réussite, je pense, qui était pas celui qu'on vient de parler. C'est-à-dire que le but, c'est toujours un leitmotiv ou encore une raison qui te permet de comprendre pourquoi tu vis, que ça te donne une raison à ta vie, ça donne une direction pour pouvoir canaliser tes énergies. C'est ça un but. Mais la chose qu'il y a dans un but, c'est qu'un but, on l'atteint. Mais l'homme, il est bizarre. Si tu te dis, ouais, mais si on atteint le but, puis quand on l'a atteint, on est fait, à moins qu'on se balance un autre but en avant, puis un autre but en avant. Donc, si on fait ça, c'est que nos buts sont très relatifs. Là, c'est correct. Mais si tu atteins ton but, quand tu as le but, tu atteins, tu n'as plus rien, tu n'as plus de raison de vivre. Comme tout à l'heure, je te disais, tu vis pour la libération de ton pays, mais quand il est libéré, tu fais quoi? Tu vends des armes à d'autres pays. Oui. Mais là, ce qui arrive, c'est pas ça. Les gens ne pas finir. Je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'on parle. Parce que si on prend, par exemple, un médecin, OK? Oui. Si à l'âge de 14 ans, la personne aurait décidé, par exemple, c'est pas bon d'avoir des buts dans la vie. Alors, il va pas à l'école. Il poursuit pas ses études. Et puis, il se met sur le marché du travail, il tourne en rond, ainsi de suite. Tandis que l'autre se dit qu'il va devenir médecin. Mm-hmm. Puis pour y arriver, ça prend du guts, puis ça prend de la patience, puis ça prend un tas de choses. Alors, il devient médecin. Un coup qu'il a son diplôme, ça s'arrête pas là. Son but impliquait qu'il était pour pratiquer après. Oui. Maintenant, c'est ça. On va continuer ce que je disais parce que c'est là que j'en arrivais de toute façon. Mais une petite parenthèse, c'est que le gars qui fait rien, il a un but. Puis le gars qui fait de quoi, il a un but. Toi, t'appelles un but celui qui fait de quoi. Mais celui qui fait rien, il a un but avec. Le gars qui s'ennuie chez lui, il a un but. Demande-lui de se lever, il se lèvera pas. Demande-lui de grouiller, il grouillera pas. Puis le gars qui travaille, que tu dis qu'il a un but, celui qui fait son étude de médecin, demande-lui d'arrêter, il le fera pas. Demande-lui d'arrêter de grouiller, il le fera pas. Les deux sont identiques. Sauf que nous autres, de par notre concept de société, on veut que le gars fasse de quoi que ça va nous rapporter. Ça, c'est un but. Ça, c'est intelligent. Puis ça, c'est constructif pour nous autres. Le gar qui fait rien, je l'ai dit l'autre fois, le bonhomme, c'est un Indien d'Amérique.
Il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Ces petites maisons, ces cabanes qu'on lui a données. Il est assis sur son balcon. Il a 60 ans. Il se berce. Il est là. Il réfléchit. Il essaie de comprendre la nature. Il regarde les plantes dehors. Il écoute l'air. Il écoute son corps. Puis l'homme blanc qui passe en avant, il dit « Gueule paresseux ». Tu sais, le but, il est où, le but? Il est là-dedans, le but. Puis c'est nous autres qui déterminent les buts des autres. Alors, ce qui fait qu'avoir un but dans la vie, il t'en faut un but. Moi, je te dis simplement, c'est que si ton but, là, faut que tu saches que tu peux l'atteindre. Si tu l'atteins, ben, il va falloir que tu recommences. Un autre but. Le médecin, lui, il veut être médecin. Mais j'en connais, moi, des médecins qui sont médecins. Puis qui se demandent en maudit qu'est-ce qu'ils font dans la médecine. Ils ont de l'argent, puis ils n'ont même pas assez comme qu'ils pensaient. Bon. Puis, ils sont pas capables de travailler avec des patients. C'était quoi le but? Ils sont médecins. Ben, maman a voulu que je sois médecin. Les conditions de la vie que j'ai laissé faire sont donner en sorte que j'arrive à être médecin. Puis maintenant, je suis médecin. Puis moi, j'aurais voulu être pilote d'avion. Tu sais? Nous autres, on voit ça bien. À l'époque, il fallait qu'il y ait un prêtre dans chaque famille. C'était correct. Il y aurait plus de prêtres aujourd'hui qu'il y aurait d'églises. Oui, alors, ça, c'était des buts impliqués. Moi, je reviens à cette question, Daniel. Je pense que ça implique quelqu'un qui a un but précis, quelque chose dans la vie à faire. C'est très important, à la condition que la personne se foute de son but. Toi, tu as un but, tu peux pas l'atteindre, le but. Tu te suicides. Toi, tu as un but, tu l'atteins, le but. Bon, tu te suicides. C'est ça, le but. Tu sais, moi, je te dis pas qu'un but, c'est pas important. Je te dis qu'il faut pas que ce soit important. C'est bien différent, ça. C'est important d'avoir un but, mais il faut pas que ce soit important pour toi, le but. Parce que quand tu atteins pas ton but, ben tu changes. Ou tu continues. Ou tu t'en fous. Tu restes vivant. Tu sais, si mon but, c'est d'aller en campagne en fin de semaine, là, puis je prépare plein de choses, puis j'achète du stock, puis il pleut à verse, c'est le déluge, là, ben, faut que mon but change. Faut pas que j'attache d'importance à mon but. J'ai un but parce que présentement, ma psychologie me force à me mettre de quoi? À me mettre une carotte en avant avec un morceau de bois, là, puis là, j'avance pour ramasser la carotte. Mais de temps en temps, elle branle la carotte, puis je la ramasse, la carotte. Puis quand je l'ai ramassé la carotte, ben, il n'y a plus de carotte en avant, elle est bouffée. C'est ça le but. Là, s'il n'y a plus de carotte, je fais plus rien. Faut que tu te mettes un autre but en avant. Faut pas que ce soit important, ton but. Puis si elle brasse, puis elle est toujours trop loin quand t'arrives, ben, tu l'atteins jamais, ta carotte. Le but, tu l'as jamais. Faut comprendre que la vie, c'est une farce, c'est une joke. Ben oui, c'est ça. C'est important d'avoir un but, mais faut pas que ce soit important pour toi. J'en ai plein de buts, moi aussi. Puis mes buts changent, c'est pas à tous les minutes, c'est assez rapidement. Parce que je suis un gars flyé. Puis il y a plein d'affaires que pour l'instant, c'est pas le temps. Et quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Je me suicide pas, je cancelle pas tout. Tu te rends compte, c'est pas important d'atteindre le but, c'est pas important de cheminer vers ce but-là, parce que le but, il est pas important. Mais j'ai des buts pareils. Le seul but intelligent que l'homme doit se fixer, là, pour dire de toute façon, qu'il y aura pas il l'atteindra pas tout de suite, c'est celui de comprendre. Celui-là, il n'y a pas de danger. Mais, il faut pas que tu te prennes au sérieux. Quand tu veux comprendre, tu comprends pas, tu te tapes pas la tête sur les murs. Tu t'achètes pas un bloc de ciment pour le mettre dans ton mur, tu te tapes la tête dessus, quand tu comprends pas. T'sais? Alors, c'est juste ça. Le but, c'est important, mais faut pas prendre aucun but en importance. Faut pas y attacher. Faut pas y mettre une importance parce qu'on est fait. Parce qu'un but, c'est sujet à être atteint ou à n'être jamais atteint. Puis automatiquement, ben, l'homme qui veut atteindre son but, mais qui en réalité veut juste cheminer vers le but, ben, s'il l'atteint jamais, il broille, puis s'il l'atteint, ben, il n'y a plus rien à atteindre. Alors, le but, il faut se mettre des buts dans la vie, mais il faut pas y croire à nos buts. C'est juste ça qui est important. Parce que combien qu'il y a du monde ici qui aurait voulu être infirmière, qui aurait voulu être professeur, policier, pompier, chômeur? Combien? Puis combien qu'il y en a qui sont maintenant ce qu'ils sont? Tu sais, quand on était jeune, on s'est mis des buts, mais on a changé. Puis il a fallu qu'on oublie nos buts pour se mettre d'autres buts. Là, c'est correct. Mais plus qu'on vieillit, plus qu'on tient à nos buts parce que ça devient une sécurité. Puis là, c'est un mot t'as dit danger parce que là, quand tu l'atteins, tu y tenais à ton but, tu l'as dans les mains, tu sais plus quoi faire avec. Quand tu joues au hockey, là, tu comptes 3 buts, puis si la partie est finie, tu viens de gagner. Tu joues au hockey, tu veux jouer au hockey. Tu comptes tes 3 buts, là, puis là, toi, là, tu peux plus jouer au hockey, la partie est finie. Tu sais, faut que tu vois réellement à refaire tes buts puis à revoir complètement ça, puis jamais y attacher d'importance. La glace fond toute pendant que tu patines puis tu tombes des tuyaux. Tu sais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, on a une question très intéressante, Daniel.
Est-ce que la liberté serait, en d'autres termes, l'amour exprimé? Bon, ben là, on est parti de la liberté, qui est un mot difficile à expliquer. L'amour aussi. Quelqu'un qui est libre, oui. Quelqu'un qui est libre exprime automatiquement l'amour. Mais pas l'amour comme on l'a vu, dans le sens égoïque du mot, dans le sens humain du mot. Mais... l'amour de la sixième race. Oui. Étant libre, tu n'as aucun frein à aucune énergie. Donc, tu deviens une attraction pour toutes ces énergies-là, puis l'amour, c'est ça. Automatiquement, tu exprimes l'amour à 100%. Sauf qu'une personne peut croire qu'elle est libre, elle peut le croire qu'elle aime, puis elle peut se faire avoir royalement. Parce que n'importe quand, faut que tu te fasses attention pour pas te faire avoir. Mais l'amour, c'est... Tu sais, je te dis qu'on travaille sur plusieurs points, ça c'est la bûche. Mais ce qui est amusant, c'est quand on réussit à dépasser le phénomène de la bûche, on se rend compte que tous ces points-là, c'est la même chose. Si tu réussis à exprimer l'amour totalement, tu exprimes tous tes points totalement. Si tu réussis à exprimer un seul de ces points-là totalement, tu exprimes tous les autres. C'est pour ça, tout à l'heure, que je te disais qu'il faut pas qu'on mette de l'énergie là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Il faut mettre de l'énergie sur un point, le plus logique pour nous autres. On pousse ce point-là au maximum. Tu vas voir qu'après ça, les autres, ils vont venir. Mais c'est normal. Quand tu arrives à vivre ça, tu vis. Puis quand tu vis, ben tu vis. Alors, t'as tout. T'as la paix, t'as tout. T'as plus à te casser la tête ou à chercher, t'as tout. Là, le bloc de ciment, tu le vends. Est-ce que ignorer les contraintes extérieures facilite la libération? Non. Parce que le fait d'ignorer que le gars, il veut te descendre ou que le gars, il veut te voler, ça facilite pas la libération. Vois-tu, l'homme vit, puis l'homme évolue dans un domaine matériel, donc de la matière, puis dans un domaine vital, énergétique, dans un domaine psychologique, émotif, dans un domaine mental, intellectuel, dans un domaine intuitif, supramental. Bon, pour l'instant. Alors, ce qui arrive, c'est que si on ignore les contraintes extérieures, c'est quoi ignorer la contrainte? Ou bien il n'y a pas de contrainte, ou bien il y a une contrainte. Et le fait d'ignorer la contrainte n'élimine pas la contrainte. Si tu es attaché, puis que tu dis, bon, je suis pas attaché. Mais toi, une fois que tu vas t'en aller, là, la chaîne, elle va te rappeler que tu es attaché. Alors, ce qui fait que, comme tout à l'heure, je te disais, tu es dans un mur. Tu es dans une prison, mais tant que tu veux pas sortir, tu es libre, tu ignores. Tu t'en balances. Mais si tu décides de sortir à un moment donné, tu auras beau ignorer le mur, tu passeras pas à travers. Il va être là. Alors, ce qui fait que s'il y a quelque chose qui peut être une contrainte pour toi, c'est pas en l'ignorant. C'est-à-dire, quand on dit ignorer, c'est pas ne pas le savoir. Ça veut dire faire comme si on le savait pas. C'est ça, ignorer, dans le sens de la question. Alors, faire comme s'il y avait pas... Tu sais, il arrive un gros problème, puis toi, tu dis, il n'y a pas de problème, ça va s'arranger, là, faites-en pas, ça va s'arranger. Tu fuis le problème, tu ignores le problème. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais rien que le laisser le problème, tu lui laisses la possibilité de pouvoir grandir, de pouvoir mûrir, puis quand il arrive 6 pieds 8 devant toi, le problème, ben là, t'as beau l'ignorer, lui, t'ignorera pas. Alors, ce qui fait que ignorer une contrainte extérieure, c'est pas la libération. On a des contraintes intérieures. Je m'ennuie. Mais m'essayer de faire comme si je m'ennuyais pas. C'est plate en maudit. Fait, tu peux pas le faire. S'il y a la contrainte, elle est là. Par contre, toi, tu peux arriver à éliminer la contrainte. Parce que si tu t'ennuies, prenons l'exemple de l'ennui, on a déjà fait une conférence là-dessus, les mécanismes de l'ennui, là, mais on va faire un petit retour. Si tu t'ennuies, c'est parce qu'il n'y a plus de support pour pouvoir assurer l'expression de toi-même, d'un sentiment, de quelque chose ou de n'importe quoi. Il n'y a plus rien. Tu es là, tu peux plus exprimer, il n'y a plus de support. S'il y a quelqu'un avec toi, tu peux exprimer quelque chose. Si le feu pogne dans la maison, tu peux exprimer quelque chose. Tu cours, tu fais de quoi? Tu regardes la télévision, c'est plate à mort. Parce que ça amène pas un support pour que tu peux pouvoir t'exprimer. Tu regardes le hockey, puis tu regardes. Tu peux exprimer, tu as un support. Mais quand tu t'ennuies, il n'y a plus rien. Mais le fait de te dire bof, tu sortiras pas de l'ennui. Même si tu veux ignorer l'ennui, t'es pris avec. Il faut tout simplement que tu vois le mécanisme même de ça. C'est pas l'ignorer. À un moment donné, il y en a plus. Tu as peur. J'ai pas peur. Tu shakes comme un bon, là, puis tu te promènes, puis tu as de la misère à parler, tu as de la misère à voir ce que tu fais. Essaye d'ignorer la peur quand tu as peur. Tu peux pas.
Tu peux essayer de la maîtriser, donc de l'étouffer. Ça va donner certains problèmes au niveau de ta vitalité, puis de ton physique, puis de ta psychologie. Mais l'ignorer, la peur, tu sais, on parle de choses réelles. Je parle des contraintes de l'homme, là. On parle des contraintes extérieures. C'est quand même des contraintes extérieures, c'est l'extérieur qui te fait peur. C'est l'extérieur qui t'ennuie, qui est plus un support pour toi. Alors, ce qui fait qu'ignorer ça, c'est pas la solution, c'est pas solutionner l'affaire. C'est pas en ignorant qu'on arrive, justement, à éliminer le problème. Et un gars, il arrive en avant de toi avec un revolver, il dit, moi, te tuer. Tu vois, lui, il est pas là. Paf, il tue. Tu sais, lui, il est peut-être pas là, mais toi, t'es là, puis pour lui, tout est là. Alors, ce qui fait qu'ignorer, c'est matériel, mais psychologique, c'est la même chose. Tu as faim, ignore la faim. Ben, même si tu ignores la faim pendant 2 semaines, la faim va finir par t'avoir. Okay? Alors, ignorer, non, c'est pas... Ignorer, là, c'est simplement une fuite. C'est une... Pas t'attaquer un arbre. Tu peux écraser un chêne de ce grosseur-là avec ton pied. Et quand le chêne te regarde du haut de ses 50 pieds, essaye de l'écraser, il faut que tu achètes des grosses bottes. Vouloir avoir des buts dans la vie pour réussir à arriver, c'est là un travail fait par l'ego pour se sécuriser et ne pas manquer le bateau. Je pense que ça rend compte ce que tu disais tantôt. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de se laisser porter par notre énergie, et nous ferons le meilleur pour soi? Bon, tout ça, c'est parfait. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il reste à voir la définition que la personne donne au mot qu'elle a employé et la définition que le monde qui ont entendu peuvent donner à ces mots-là. Alors, vouloir avoir des buts, c'est déjà un but. Mais effectivement, tu vois, vouloir, c'est un but. Vouloir avoir, moi comme but, je vais avoir des buts. C'est ça. Alors ça, c'est notre psychologie. Alors, dans la vie, pour réussir à arriver, c'est le travail fait par l'ego pour se sécuriser. L'ego, on va revenir à un moment donné en conférence sur c'est quoi ça, l'ego. Ça comprend quoi tout l'ego? J'ai déjà dit, on résumait lentement, que on a notre psychologie astrale, la couche qui entoure ça, c'est notre âme, elle nous protège des manipulations extérieures, puis elle conserve l'individualité de notre psychologie, justement de l'homme individuel, et la concentration de cette psychologie-là au centre de l'âme, c'est l'ego. Puis là se tient le problème. Et là se tient ce que l'homme appelle l'homme, ce qu'il pense que c'est lui. Alors évidemment, on a des buts, parce que si on n'a pas de but, on n'a pas de support, c'est comme l'ennui. On a des buts pour éviter de s'ennuyer. Alors, si tu as un support autre qu'un but, parce que tu exprimes libéralement l'énergie intentionnelle, l'énergie de l'amour et toutes les énergies, ben t'as pas besoin de but. Quand tu arrives à être tout ça, t'as pas besoin de but. T'as pas besoin de but. Par contre, si tu n'es pas tout ça, tu as besoin d'un but pour pouvoir donner un support à ton expression, pour pouvoir cheminer vers quelque chose. Et ça, l'ego se retrouve, l'ego se voit, l'ego peut voir qu'il réussit, l'ego peut surtout se rendre compte qu'il vit. L'homme a besoin d'être contrarié pour pouvoir savoir qu'il vit. Sans ça, il s'ennuie puis il vit plus. Alors, ou tu réussis pas. Mais il te faut quelque chose pour que tu puisses découvrir que tu existes. On a besoin de ça, une contrariété autant positive que négative, on a besoin de ça. Alors, ce qui fait que c'est évident que c'est le travail de l'ego. À pas manquer le bateau. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de se laisser porter par notre énergie et nous ferons le meilleur pour soi? Bon, c'est vrai, le seul maudit problème, c'est quoi notre énergie? Parce que l'ego en émet de l'énergie. Si on se laisse porter par l'énergie de l'ego, par l'énergie de la jalousie, par l'énergie de la peur, par l'énergie de la souffrance calorifique, quand il fait trop chaud, c'est un terme scientifique, c'est juste de pouvoir discerner c'est quoi l'énergie qui nous transporte. Scientifique, mais populaire de ce temps-ci. Ben oui, hein. On a parlé la semaine dernière qu'on aurait un meilleur conditionnaire. On a un meilleur, mais il n'est pas installé comme il faut. La semaine prochaine, on va être installé comme il faut. Là, en tout cas, il fait du bruit, là. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que se laisser porter, c'est quoi? C'est ça. Il faut juste déterminer quelle est l'énergie qui nous porte. Puis l'énergie qui nous porte, si on peut connaître la liberté, c'est-à-dire que si on se balance, justement, quand on peut faire l'équilibre harmonieux dans ce que j'ai dit tout à l'heure au cours de la première partie de la conférence, ben automatiquement, l'énergie qui nous porte, on n'aura pas besoin de savoir c'est laquelle on va être dessus. Mais si tu veux savoir c'est laquelle, pour le savoir, il faut que tu débarques de l'énergie qui te porte, il faut que tu la regardes. Là, tu vas dire, tiens, c'était ça. Et maintenant, comment on fait pour embarquer dessus? C'est ça le problème.
Alors, ce qui fait que quand tu te poses ces questions-là, tu n'es pas sur l'énergie qui te porte. Puis quand tu es dans la vie, tu t'en vas, puis ça va bien. Puis quand tu arrêtes, tu débarques de la vie, là, puis tu la regardes. Tu regardes dans tes mémoires. Tu regardes dans ce que peut-être ça peut être. Tu regardes la vie des autres. Tu débarques, toi, là. Puis ça a toujours l'air le fun, la vie. C'est le fun aussi, la vie, quand tu es dessus. Alors, l'énergie, c'est simple. C'est que l'énergie que tu recherches parce que tu n'es pas dessus. Puis, à un moment donné, quand tu te poses pas ces questions-là, parce que vois-tu, c'est ça qui arrive, c'est que quand l'homme va arrêter de se poser des questions, après s'en être posé, l'homme va être total. Alors, de temps en temps, on est total, mais on le sait pas. Ben, c'est sûr, c'est pas ça. C'est parce qu'on est total qu'on le sait pas. Quand on le sait, c'est parce qu'on a débarqué et on regarde. Puis là, après ça, ben là, on veut continuer à faire un cheminement pour revivre ça. Mais au moment où un humain ou un être est total, il se sent bien. Oui, mais il le sait pas. Il connaît pas ce signe de se sentir bien. L'enfant, il est heureux. Mais ne m'en dis pas, « Hey, t'es heureux, toi. C'est quoi le bonheur? » C'est quoi le bonheur? J'ai-tu vu, moi? C'est quoi qu'on jouer? C'est quoi le bonheur? C'est quand il l'a pu, quand il est débarqué de la traque, que là, il voit le bonheur. Puis là, il m'en dit, c'est quoi le bonheur? Là, il va être capable de te le dire, c'est quoi le bonheur. Le bonheur, c'est quand? Quand on l'a assez manipulé pour le débarquer de la traque, là, ben là, il peut nous dire c'est quoi le bonheur. Mais tant qu'il est dessus, t'as beau lui poser ces questions-là, il peut pas te le dire. Alors, nous autres, on peut le dire, même quand on est dessus, parce qu'on a souvent débarqué de la traque. Puis notre cheminement, c'est de rembarquer dans ce qu'on était au début. Puis quand on est dessus, tout va bien, tout est là, on a tout ce qu'on a besoin, on cherche rien, on n'a pas chaud, on n'a pas froid, on est bien. C'est quand on débarque. Pour être libre, il faut oublier le concept même de la liberté. Peut-on travailler sur un seul chemin de la conscience et vivre de par le fait même cette fameuse liberté? Automatiquement. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, si tu exprimes une forme d'énergie, toutes ces énergies-là se synthétisent dans la lumière blanche, comme je t'expliquais, là. C'est pas... éclairez-vous pas qu'une flashette peut évoluer, là. C'est pas ça l'affaire de la lumière blanche, là. La lumière blanche, c'est qu'elle est blanche, mais il y a du rouge, du violet, du bleu, du jaune, du vert, etc. Alors, ce qui fait que si toi, tu réussis à embarquer sur un de ces rayons-là, donc sur une des facettes de liberté, de compréhension, de joie, de pureté, tu sais, une de ces facettes-là, si tu embarques, disons, sur le rayon rouge de la lumière, tu t'accroches après les photons, là, puis tu t'en vas à vitesse de la lumière. Mais tu vas te rendre compte que même s'il est rouge, il voyage à la même vitesse que l'orange, que le bleu, que le violet, que la lumière blanche. Parce que toutes ces formes d'expression de la lumière blanche voyagent toutes à la même vitesse. Alors, ce qui fait qu'en voyageant à la même vitesse, ben, tu te rends compte que tout est blanc, parce que tu es la lumière blanche. Mais tu as cheminé sur un rayon. Puis maintenant, tu chemines sur la lumière blanche. À la même vitesse que tout, parce que tu es devenu ça. Alors, si tu chemines, à un moment donné, tu arrives à amener la liberté de toi d'une façon absolument inconditionnelle, sans condition, automatiquement tout le reste. Si tu arrives à une pureté totale ou à l'expression d'un amour correct, pas l'amour humain, mais l'amour comme on a parlé l'autre fois, l'amour qui n'aime pas. C'est ça l'amour. Quand l'amour aime, ben l'amour s'attache à de quoi puis il déteste un autre. Ça c'est l'amour humain. Si tu arrives à exprimer l'amour qui n'aime pas, ben t'es libre, t'es pur, t'es tout ça. Alors ce qui fait que c'est évident que pour être libre, il faut oublier le concept même de la liberté. Il faut que tu débarques pas de la traque, il faut que tu embarques dessus la traque. Pour embarquer dessus, il faut que tu arrêtes de débarquer pour voir comment elle est. Donc, il faut que tu abandonnes le concept de la liberté. Alors, peut-on travailler sur un seul chemin? On doit travailler sur un seul chemin. On ne peut pas travailler sur tous les chemins ensemble. On avance tout croche. On avance comme un crabe, de côté. Puis quand tu avances de côté, c'est dur d'aller en avant. T'sais? Alors, ce qui fait que tu peux lui voyer longtemps, puis tu avances à peine. Alors, il faut qu'on travaille sur un chemin, quel qu'il soit. La liberté, c'est à peu près ce qui est le plus facile, mais automatiquement, quand tu es libre, ben t'aimes, t'es pur, t'es l'idole de tous ceux qui veulent se conscientiser. Automatiquement. Tu représentes exactement ce qu'on a dans nos religions, puis dans nos philosophies, puis dans nos enseignements traditionnels. Tu es libre, libre de tout. Tu es pur, pur, pur de tout, même du mot. Tu es en paix, mais plus que le mot. Alors oui. Parler de la volonté ou Sainte Trinité. Ah, c'est caché, il me semble. Alors, parler de la volonté ou Sainte Trinité. Ben, la volonté, c'est une partie de la Sainte Trinité, puis Sainte, ben, c'est parce qu'à l'époque, on comprenait pas pour penser que c'était Saint. Bon. La Sainte Volonté, la Sainte Trinité.
Alors, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a la volonté, l'amour et l'intelligence. C'est complexe, c'est un gros détour, là, mais le fait de vouloir quelque chose, alors le fait de vouloir être libre, ce n'est pas de la volonté. C'est pas ça la volonté. La volonté, c'est pas le désir. La volonté n'est pas dans le désir, la volonté est dans l'acte. C'est l'acte. La volonté est dans l'acte, et pas dans le désir de quelque chose. Alors toi, si tu veux un cornet, tu te déplaces pour aller le chercher, tu exprimes une certaine forme de volonté. Bon. Maintenant, il y a différents ordres, différentes classes de volonté. Il y a la volonté physique, il y a la volonté psychologique, il y a la volonté mentale, il y a la volonté, disons, divine, pour employer le terme du Saint-Esprit, de l'intelligence active. Alors, ce qui fait que la volonté elle-même nous amène justement à cheminer, nous amène à être ici, nous amène à endurer des choses, nous amène à travailler. Mais la volonté va s'exprimer comment? La volonté, c'est quoi? C'est une énergie qui est intentionnelle. Alors, l'énergie créatrice, c'est une chose qui est capable, qui est intentionnelle, qui a des intentions. C'est la volonté même qui va faire quelque chose à partir de rien. C'est-à-dire que toi, tu as le désir de boire de l'eau parce que tu as un stimuli physique. Tu as le désir de telle chose parce que tu sais premièrement que ça existe et parce que tu as un besoin psychologique, un besoin mental ou un besoin physique. Alors, ce qui fait que cette volonté-là est une volonté liée à ta psychologie. C'est la volonté de l'homme. Mais faire la volonté de Dieu ou faire la volonté de l'intelligence active, de l'énergie, comme on l'appelle présentement supramentale, faire la volonté du Père, comme certains vont dire, c'est pas la volonté de l'homme. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas décider quel dosage d'expression de l'amour que tu vas faire. C'est pas toi qui vas décider quel dosage de l'expression de ta liberté que tu vas faire. C'est pas toi qui vas décider sous quelle forme tu vas l'exprimer. Faire la volonté du Père, c'est laisser exprimer ce qui se passe. C'est ça, faire la volonté. Cette volonté-là, elle est dans la Sainte Trinité, le Père étant la volonté, le Fils étant l'amour, et l'Esprit Saint étant le Saint-Esprit, l'intelligence active. L'intelligence. Alors, c'est que la Sainte Trinité, on peut ôter le mot Saint pour la simple raison que Saint, c'est bon pour une personne qui ne comprend pas. Si Dieu est en toi, Dieu n'est pas. Tu peux pas dire que Dieu est saint, il faut que tu le craignes, il faut que tu l'adores. Sans ça, il y a des choses que tu comprends pas. C'est des contradictions. Saint-Esprit, ici, est-ce qu'on peut remplacer le mot Saint-Esprit par énergie supramentale? On peut le remplacer par énergie supramentale, mais présentement, dans le cadre du mot lui-même, Saint-Esprit, à l'époque, par exemple, du Nazaréen, le Saint-Esprit était beaucoup plus synonyme d'ajusteur de pensée, qui est une forme dense de l'énergie supramentale, qui t'amène la connaissance, le savoir instantané. Alors, tu parles différentes langues. Quand tu as besoin de parler différentes langues, tu parles de certaines choses quand tu as besoin de ces choses-là. Alors, tu fais des conférences, tu parles et tu apprends en parlant. Ça, c'est l'énergie du Saint-Esprit. Tu apprends en parlant. Quand tu as l'amour, automatiquement, pas loin vient le Père. Tu parles, mais tu n'apprends plus. Tu sais. Et plus souvent qu'autrement, tu ne parles pas, mais c'est l'action qui va enseigner ou qui va transpirer, qui va rayonner, et non plus la parole. Présentement, la parole est importante pour l'époque où on arrive, l'époque du Verseau, parce que la parole permet de clarifier nos idées, elle permet de réajuster notre pensée, mais prochainement, certains individus, c'est par leurs actions, donc les autres vont être justement en connexion, vont être le Fils. Est-ce que la parole ne serait pas importante aujourd'hui aussi par rapport au son qu'elle dégage? Bien, tout ça au complet. La vibration même de l'orateur, la vibration mémorisée, donc astrale des auditeurs, le mot lui-même et la forme qu'on lui donne, le contexte dans lequel il est placé, l'homme a un mental maintenant de plus en plus évolué qui lui permet de pouvoir mieux coordonner ses phrases. Donc, sa pensée. Donc, le schéma qui l'amène à la compréhension. Tu sais, je suis en dehors de la traque, mais je suis en dehors de la traque. À un moment donné, ben là, tu peux voir, tu parles d'énergie, tu peux mieux, tu mets un paquet de mots pour définir ta traque, justement. Puis là, tu commences à voir. Tu vois beaucoup plus clair. Parce que tu l'as défini en mots. Et la meilleure manière pour le définir en mots, évidemment, c'est de parler ou d'écrire. C'est de se servir des mots. Mais la parole, pour communiquer, il y a rien de mieux et ça va être de plus en plus parfait. Puis c'est amusant à dire que c'est dans la langue française que ça va se faire le mieux. La parole, dans la langue française, est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir communiquer un savoir évolutionnel. Par rapport au vocabulaire ou par rapport au vocabulaire et au son. Le latin était bon pour le poisson au niveau des consonances.
c'est des formules magiques. On l'a employé dans les églises parce qu'au niveau vibratoire, c'était adéquat pour le monde de l'époque. Présentement, c'est le français. C'est pas parce que je parle français que je dis ça. Je parle aussi espagnol. Je parle pas anglais, par exemple. Fait que vive le français. Mais ce qui arrive, c'est ça. C'est que le français, tu as beaucoup plus de mots. Tu as beaucoup plus de synonymes. Tu peux contourner, t'en aller, puis définir d'une façon absolument claire, qui est de moins en moins sujet à être déformé par un auditoire, parce que tu as plus de mots à appliquer. C'est une langue très précise. D'ailleurs, les États-Unis ont acquiescé à ça, je pense, car la loi américaine est toute écrite en français. Et puis, lorsqu'ils ont un problème technique en anglais, ils se réfèrent à l'écriture française pour revenir et donner l'explication de ce que ça voulait dire en anglais. Ah oui, c'est évident, c'est la langue française est ce qu'il y a de plus parfait pour arriver à clarifier les choses. Alors, ce qui fait que c'est bon le français, hein? C'est pas si pire. Je pense que René n'est pas ici. J'aimerais que tu nous parles de l'ajusteur de pensée, guide qui chemine avec nous, et de notre libre arbitre. Bon, c'est bien ça, l'ajusteur de pensée, le guide qui chemine avec nous. Bien, effectivement, l'ajusteur de pensée chemine avec l'homme, c'est-à-dire que l'ajusteur de pensée est en évolution. Et pour pouvoir évoluer, il a besoin d'une forme prête qui est l'homme. Est-ce que, énergétiquement parlant, lorsque l'ajusteur de pensée choisit l'être qui a un corps physique, qui a un véhicule physique par attraction, est-ce qu'il y a une relation d'énergie entre les deux qui fait que le choix se fait de cette façon-là? Oui, c'est comme des aimants, c'est ça qui est l'amour. À un moment donné, au niveau vibratoire, tu attires quelque chose de similaire. Tu vas rencontrer du monde similaire à toi et tu vas attirer aussi un ajusteur de pensée qui va être prêt pour toi. Et l'ajusteur de pensée chemine avec toi. Quand toi, tu meurs, lui s'en va. Puis, à un moment donné aussi, que par un phénomène de réincarnation, l'ajusteur revient. Et c'est un ajusteur qui a plus d'expérience. Jusqu'à un temps où le corps, ou l'homme, disons, matériel, avec ses différents schémas corporels, vital, astral et mental, finissent par être assez parfaits pour pouvoir permettre à l'ajusteur de pensée, qui lui aussi est devenu assez parfait, pour permettre à ces deux entités-là de pouvoir fusionner ensemble. Fusionnant ensemble, ils deviennent une entité qui est différente de ce qu'on connaît présentement. Alors, l'ajusteur de pensée n'est pas plus évolué que l'être qui a un véhicule physique. Non, l'ajusteur de pensée ne peut pas exprimer certaines formes d'énergie astrale, dont l'émotivité. L'ajusteur de pensée, c'est une forme d'intelligence active, mais qui n'a pas de moyens d'expression comme nous on a. Nous, on a les moyens d'expression, mais on n'a pas la possibilité parfaite de pouvoir coordonner dans le temps et dans l'espace les expressions de ces différents véhicules-là. L'ajusteur de pensée peut permettre ça. Alors, l'ajusteur de pensée est en évolution continuelle, au même rythme que l'homme. L'homme évolue. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il peut faire des erreurs? Son rôle est très important. Ouais. L'ajusteur de pensée, c'est très rare qu'un ajusteur de pensée va faire une erreur. Maintenant, ça peut arriver. Sauf que ce ne sera pas une erreur dans un plan de décision, dans quelque chose dans le genre. La rare erreur qui peut arriver, c'est que l'ajusteur de pensée va permettre une descente d'énergie trop intense sur un individu. Et l'individu peut se ramasser dans la sphère supérieure de l'astral, donc se prendre pour Dieu, se prendre pour n'importe quoi, ou peut complètement être fou, peut même être détruit. C'est très rare, mais ça peut arriver. L'homme peut tromper son ajusteur de pensée en lui faisant croire, donc en se faisant croire qu'il est apte à apprendre certaines choses. Alors, si je comprends bien, tu voudrais dire que l'ajusteur de pensée envoie toujours la bonne sorte d'énergie que l'homme a besoin. C'est comme un espèce de focus qui s'ouvre. Ce qui se produit très souvent, Daniel, c'est que justement, l'homme en évolution dans le chemin de la conscientisation, à quelques reprises, il se fait jouer un tour par son ajusteur de pensée, ou du moins il a l'impression qu'il se fait jouer un tour par l'ajusteur de pensée, car il communique avec lui, et puis à un moment donné, bien, il donne une mauvaise information, puis le bonhomme s'en va, puis il suit ce chemin-là, puis il se pète la fraise. Bon, c'est ça qui arrive, c'est que présentement, on a l'ajusteur de pensée, ou le Saint-Esprit, mais on a aussi nos mémoires, puis on a aussi les mémoires des ajusteurs qui ont précédé. Alors, ce qui fait que si l'homme n'a pas le discernement, puis l'homme va acquérir le discernement par essai et erreur, justement, en se faisant tromper, pas par l'ajusteur de pensée, parce qu'il croit être l'ajusteur de pensée. Tu as ta conscience, ma conscience me dit, ben, fais ça, c'est bon. Puis un jour, ma conscience me dit, fais ça, c'est bon. Puis s'il veut pas, là, fais-y faire de force, c'est bon. C'est bon pour lui, il va évoluer avec ça. Fait que là, tu commences à faire ça, mais là, c'est pas ton ajusteur de pensée qui fait ça. Ton ajusteur de pensée ne te dit pas quoi faire. Il t'amène de l'information.
Toi, tu décides quoi faire à partir de l'information. Et si toi, tu vas te connecter avec une mémoire astrale d'une forme d'ajusteur de pensée, d'une mémoire justement de Saint-Esprit, ou d'une mémoire d'une entité qui était assez évoluée, puis toi, tu l'adaptes à ta manière, ce qui fait qu'à un moment donné, tu crois que c'est ton ajusteur de pensée qui te parle, mais en réalité, il n'y a aucun contact de même qui se fait entre l'ajusteur de pensée et l'homme. Le Saint-Esprit, il va pas diriger l'homme, il te donne un savoir au fur et à mesure que l'événement en a besoin. Est-ce que les freins que l'homme a pour se conscientiser, les 7 freins ou les 8 freins qu'on va parler la semaine prochaine, dont l'orgueil en est un, la jalousie, ainsi de suite, si une personne, par exemple, a un ego très fort, a plus de chances de faire colorer cette descente d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas la même quand elle part que quand elle arrive. Disons que c'est schématique, là, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se produit. Mais que si la personne finit par pas alourdir, mais... Ben, vois-tu, ce qui arrive, c'est que l'ego, c'est quoi? C'est l'identification suprême de nos mémoires psychologiques. L'ego, c'est moi. C'est lui qui s'appelle je, qui s'appelle moi. Alors, l'ego, plus tu as un ego puissant, ce qu'il va faire, l'ego, c'est qu'il va s'organiser pour vouloir être l'ajusteur de pensée. Alors, c'est que l'ego, prenant sa place, va être l'ajusteur de pensée, puis c'est l'ego maintenant qui va décider de ce qu'il fait, croyant à être dirigé par son ajusteur de pensée ou par n'importe quelle forme d'énergie dite supérieure. Mais il n'y a plus de contact entre l'énergie supérieure et l'ego. L'ego se croit être lui. Si quelqu'un vient pour y parler, il ne veut rien savoir. Il est l'ajusteur. Alors, le snobisme supramental, c'est ça. Alors, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est l'ego qui veut obtenir le crédit des informations qu'on lui communique. C'est une chose naturelle, l'évolution. Si on veut évoluer, on n'est pas dans la nature même de l'évolution. Alors, l'ego qui veut, ou n'importe quoi, on n'est pas dans la nature de l'évolution. Faut ôter ça pour laisser passer ça. Puis après ça, ça va bien. Ça va super bien. Mais, nous autres, on a un ego. Je dirais pas hélas, parce que c'est lui qui a réussi à enfanter le mental. Le mental, présentement, est en contact avec l'intuition, avec l'ajusteur de pensée, avec l'Esprit Saint. Et si l'ego ne se prend pas au sérieux, ne se prend pas pour l'ajusteur de pensée ou pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, ben ça va bien. Sans ça, il n'y a rien à faire, les contacts sont tout coupés. Si tu vas voir ton médecin pour qu'il te guérisse d'une maladie ou de ton psychiatre pour qu'il te guérisse de quelque chose, ça va. Jusqu'à temps que tu te prennes le psychiatre. Tu peux plus voir ton psychiatre. Quand tu y vas, c'est pour le psychanalyser, lui. Mais toi, là-dedans, t'es faite. Parce que tu te prends pour le psychiatre. Il t'a appris certaines choses, puis là, tu t'en vas voir tes voisins, puis dans ta famille, puis tu essaies de tout leur compter ça, tu sais. Ben oui, c'est ça l'ego. Tu viens à une conférence comme ici, tu t'en retournes, puis là, tu veux, tu sais, c'est ça l'ego. C'est ça l'ego. Dangereux. Je reviens à la question que tu m'as remise tantôt. Est-ce qu'on peut connaître avec l'orgueil et ainsi limiter son influence dramatique? Alors, connaître avec l'orgueil, disons que si la personne veut dire connaître, ou avec l'orgueil, c'est-à-dire que quand l'orgueil apparaît, je connais. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à l'instant même que tu connais quand tu es orgueilleux, il n'y a plus d'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est l'antipode de la connaissance. Et puis pour ceux qui n'étaient pas ici, la connaissance, je réexplique, c'est simplement le fait de quelque chose qui naît dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque millième de seconde, mon verre réapparaît sur ma table réapparaît sur le plancher. Alors, on est dans un temps vivant. Hein? Si je regarde là, je regarde en avant, ben dans le temps vivant, c'est en avant que je vois dans ma mémoire, j'ai ça. Si je connais, c'est qu'à chaque instant même où la vie me ramène un événement neuf, à chaque milliardième de seconde, moi, je laisse faire ma mémoire et je reprends naissance en même temps. Donc, je nais avec, je connais. Et là, c'est la vraie connaissance. Alors, connaître, donc naître en même temps que l'orgueil. J'ai peur, puis en même temps que la peur apparaît, hop, je suis avec, puis je la regarde faire. Puis au fur et à mesure qu'elle évolue en moi, je chemine avec. C'est ça, connaître la peur. L'orgueil, c'est l'inverse de la connaissance. Alors, tu me dis de quoi? Ça me frustre, je veux cheminer avec, il est automatiquement plus là. Alors, il n'y a pas de cheminement avec l'orgueil, il n'y a pas de connaissance avec l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est l'antipode de la connaissance. Alors, c'est pourquoi c'est un des immenses freins à l'évolution, c'est que si tu as de l'orgueil, tu n'as pas de connaissance. Et quand tu as une connaissance réelle, un savoir réel, il n'y a pas d'orgueil. Quand tu joues au tennis, puis tu as du fun, il n'y a pas d'orgueil. Quand tu perds, puis tu n'as plus de fun, il y a de l'orgueil. Il n'y a plus de connaissance. Tu vis plus avec l'événement. Tu vis avec un concept que tu viens de perdre, puis tu vis avec un paquet de schémas mémoriels. Là est l'orgueil.
Est-ce qu'on pourrait dire que tu peux connaître avec ce que l'orgueil engendre? Soit les émotions, par exemple, soit... Tu vas connaître avec ça, l'orgueil disparaît tout de suite, donc automatiquement, tu limites son cheminement dramatique. L'orgueil est disparu. Et puis, ce qu'elle a engendré, ben, tu vas simplement suivre avec, puis tu vas lui faire le canal. Tu la dirigeras pas. Juste le fait de la regarder faire, elle ne pourra pas s'agripper à rien. Si tu l'observes pas, elle s'agrippe, elle laisse des traces en toi. En cheminant avec, chaque trace qui est laissée est effacée. Tout de suite. Il n'y a pas de contrôle, tu connais la forme. Tu connais la peur, tu connais l'émotion. Alors, le fait que tu connais, l'orgueil disparaît. Tu ne peux pas connaître si l'orgueil est là. C'est un ou l'autre. C'est facile l'évolution de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps un ou l'autre. Tu es ou tu es pas. Tu es pur ou tu es impur. Mais la réalité là-dedans, c'est que tu peux pas être pur sans être impur. Il vient un temps où c'est que c'est pas la thèse ni l'antithèse, c'est la synthèse, c'est tout ça, tu règles ton problème. Il n'y a plus de pureté, il n'y a plus d'impureté. T'es quoi? C'est supérieur à tous les mots qu'on a pour le dire. Moi, je le définis par le fait que tu es. Tu es quoi? Non, là, tu es plus, là. Quand tu cherches à savoir qui tu es. Être. C'est ça, être. Non pas devenir, être. Dans être, il n'y a ni mal, ni bien. Il n'y a rien de ça. Il ne peut pas y avoir de polarité parce qu'il n'y a que l'état d'être. Dans l'orgueil, ben l'orgueil juge, l'orgueil catalogue, l'orgueil veut ramasser, l'orgueil veut grossir, l'orgueil veut s'enfler. Mais qui s'enfle, l'orgueil? Jusqu'à un moment donné où il éclate. Mais quand il éclate, il reste des parcelles d'orgueil en toi, puis là, tu as la grosse panique, la crise de l'adulte. Très forte, parce que là, tu te recherches. Chaque parcelle veut se réagglomérer ensemble. Mais si l'aiguille qui a fait péter la bulle, la balloune de l'orgueil est encore là, tu vas avoir des gros problèmes. Alors toi, tu voulais connaître, puis là, tu veux plus connaître, tu te rends compte que ça sert à rien. Tu te rends compte que quand tu fais rien, tu connais. Mais tu te rends compte en même temps qu'il y a encore de quoi qui veut quand même te pousser à connaître. Puis tu te rends compte de quoi qui veut pas que tu connaisses. C'est compliqué, mais c'est ce qui arrive. Fait que là, t'es sur une ligne. Tu connais ou tu connais pas. T'es orgueilleux ou ben non, tu ne l'es pas orgueilleux. Mais là, tu veux faire de quoi? Tu sais que c'est facile. Puis en même temps, il y a quelque chose qui te pousse encore à faire une démarche. Tu veux pas faire la démarche, c'est facile. Puis t'es pogné. Puis quand on arrive là-dedans, là, on est perdu en tabarouette. Puis c'est le fun d'être perdu comme ça parce que, ben, quand on tombe sur le bon bord, en tout cas, on se libère. Quand on tombe sur l'autre bord, ben, on recommence. Est-ce qu'on peut aussi dire, Daniel, quand on atteint cet état où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de vrai, il n'y a plus de faux, que c'est parce qu'on n'a aucune attache à ce moment-là, aucune attache à quoi que ce soit terrestre? Si tu t'attaches, c'est que tu es détaché de quelque chose. Donc, tu es déjà dans un domaine polaritaire. La polarité, c'est quoi? C'est aussi le bien et le mal. C'est le loin et le proche, c'est tout ça. Quand tu es tout. Alors, c'est évident que tu n'as pas d'attache, parce que tu es libre. Puis étant libre, tu ne peux pas être attaché. Ni à un mot, ni moi je dis de quoi, personne ne me croit, puis après. Tu es libre. Il ne faut pas que tu aies d'attache. Si tu es attaché, tu es emprisonné. Alors, ça serait bon de penser, à l'occasion, aux attaches qui nous font souffrir, par exemple. Ben oui, mais la liberté, c'est ça. Mais avant de penser à la tâche extérieure, il faut que tu penses à voir pourquoi ça t'attache en dedans. Il faut que tu défasses les nœuds en dedans. Ceux de l'extérieur vont se défaire. Sur la liberté. Très bien, Daniel. Je te remercie beaucoup pour cette conférence. J'aimerais faire juste un petit commentaire avant de partir. Cet été, j'ai déjà parlé du projet OFSA un peu, l'organisation du village scientifique de l'avenir. Et puis cet été, on a la possibilité, pour ceux qui pourraient être intéressés dans le domaine de l'éducation, de faire une espèce de projet pilote, une espèce de classe avec des jeunes dans un endroit à Valcourt, à Racine, une espèce de grande auberge avec une forêt, tout ça, une espèce de colonie de vacances. Ceux qui sont dans l'éducation, il y en a plusieurs, ou qui s'intéressent ou qui ont des connaissances, là. Si ça vous intéresse de travailler sur ce petit projet pilote-là pour l'été, ben, j'aimerais ça que tout à l'heure, vous veniez me voir, là, qu'on peut juste prendre les noms, tout ça, puis on va se recontacter. Alors, j'ai des enfants, il me manque des profs. Merci.